Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. La frontière, là où les terres s'étendaient à l'infini et sans pitié. Un jeune éleveur nommé Silas Brennan vivait en solitaire sur la propriété familiale, n'ayant jamais connu la caresse d'une femme, nullement prêt pour ce que la nature sauvage allait amener à sa porte. Lorsqu'il la découvrit en train de dérober des vivres dans sa remise sous la pâle lueur matinale, il aurait dû saisir son fusil. Cependant, quelque chose dans sa démarche, une certaine défiance dans le port de ses épaules, le figea sur place. Elle était apache, une guerrière, et les paroles qu'elle prononcerait quelques jours plus tard allaient briser toutes les forteresses érigées autour de son cœur solitaire. Ce qu'il ignorait, c'est que Nakoa ne cherchait pas seulement à apaiser sa faim. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce rocher vierge qu'il observait depuis l'ombre deviendrait l'élément le plus dangereux que sa tribu ait jamais affronté. Cela faisait 8 mois que Silas était seul, depuis que son père avait succombé à la fièvre, lui laissant le ranch et rien d'autre que le silence. Chaque matin, il s'éveillait face au vide, travaillait la terre jusqu'à ce que ses mains saignent, et s'endormait au son de sa propre respiration. L'isolement était devenu comme une seconde peau. Confortable dans sa prévisibilité, personne ne s'aventurait aussi loin. Personne ne l'avait dérangé jusqu'à ce matin où il entendit du mouvement dans son hangar à provisions. Il saisit son fusil près de la porte, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Des bandits avaient été signalés à 2 territoires de là, des hommes capables de tuer pour moins qu'un cheval. Ses bottes ne faisaient aucun bruit sur la terre battue alors qu'il s'approchait de la structure en bois usée par le temps. La porte était entr'ouverte, oscillant doucement dans la brise. À l'intérieur, il pouvait distinguer une ombre se faufilant entre les sacs de grains et les denrées conservées. Silas leva son arme, le doigt planant au-dessus de la gâchette. Puis la silhouette entra dans la lumière qui inondait l'ouverture, et toutes ses pensées se turent. Elle était grande, plus grande que la plupart des femmes qu'il avait vues, avec des cheveux noirs tombant en une épaisse tresse dans son dos. Sa peau était brunie par le soleil, ses traits forts et anguleux. Elle portait des vêtements de cuir ayant beaucoup servi, et dans son dos se trouvait un arc et un carquois de flèches, une femme apache, seule, pillant ses réserves avec l'efficacité calme de quelqu'un d'habitué. Leurs regards se croisèrent, les siens étaient sombres, presque noirs, et n'exprimaient aucune peur, seulement du calcul. Elle le jaugeait, décidant s'il représentait une menace. Sa main ne bougea pas vers son arc, mais il percevait la vigilance dans son corps. La tension contenue de quelqu'un qui savait donner la mort. Silas aurait dû crier, aurait dû lui ordonner de quitter ses terres, aurait dû tirer un coup de semonce, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Il y avait quelque chose sur son visage, une chose brute et hantée qu'il reconnaissait pour la voir dans son propre reflet chaque matin. Elle se détourna délibérément et prit un sac de viande séchée. Sans courir, sans demander la permission, prenant simplement ce dont elle avait besoin comme s'il n'était pas là, braquant un fusil dans son dos. Son doigt se relâcha sur la détente. « Attends. » Le mot sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Elle se figea, puis tourna lentement la tête pour le regarder par-dessus son épaule. Un sourcil levé, marquant l'interrogation ou le défi. Il ne saurait dire lequel. Silas abaissa le fusil. Ses mains tremblaient et il ignorait si c'était la peur ou toute autre chose. « Tu n'es pas obligé de voler. » Ses yeux se plissèrent. Elle ne lui faisait pas confiance. Il le voyait dans chaque ligne de son corps, mais elle ne partit pas pour autant. Elle restait là, tenant le sac de viande, attendant de voir ce qu'il ferait ensuite, attendant de voir s'il était un autre homme blanc aux belles paroles et aux intentions viles. Il fit un pas en arrière, lui laissant de l'espace, lui laissant le choix de fuir si elle le voulait. « Prends ce qu'il te faut. Mais ne reviens pas. » Pendant un long moment, elle le fixa. Puis, sans un mot, elle saisit 2 autres sacs, les jeta sur son épaule avec une force qui n'aurait pas dû le surprendre, mais qui le fit, et passa devant lui pour sortir de la remise. Si près qu'il pouvait sentir la sauge et la fumée sur sa peau. Si près qu'il put voir la fine cicatrice le long de sa mâchoire. Elle ne le remercia pas, ne se retourna pas, marchant simplement vers la lisière des arbres où débutait la vie sauvage. Sa foulée était longue et décidée. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'ombre entre les peupliers, le cœur battant encore, l'esprit rempli de questions sans réponse. Mais ce que Silas ne vit pas, c'est qu'à 50 pas dans la forêt, Nakoa s'arrêta. Elle posa les sacs et se retourna pour regarder la maison du ranch, vers le jeune homme figé près de son hangar. Et pour la première fois en 6 mois, quelque chose remua dans sa poitrine qui n'était ni chagrin ni rage. C'était de la curiosité. Et la curiosité, elle le savait, était dangereuse.
3 jours passèrent avant que Silas ne la revoie. 3 jours à regarder par-dessus son épaule, à sursauter aux ombres, à rester éveillé, se demandant si elle reviendrait, se demandant s'il le souhaitait. Il réparait la clôture le long du pâturage et lorsqu'il le sentit. Ce picotement d'être observé, ses mains s'immobilisèrent sur le bois rugueux, des échardes s'enfonçant dans ses paumes. Il ne se retourna pas. Il ne souhaitait pas l'effaroucher si c'était elle, ni paraître craintif si ce n'était pas le cas. Lentement, il reprit sa besogne, enfonçant le poteau de bois dans le sol dur par des frappes régulières de son maillet. Chaque impact envoyait des vibrations le long de ses bras. La sueur ruisselait dans son dos malgré la fraîcheur de l'air matinal. Et à travers tout cela, il sentait ses yeux posés sur lui. Au bout d'une heure, il n'en put plus. Il se retourna. Elle se tenait à la lisière des arbres, peut-être à 30 pas de là, ne se cachant pas, se contentant d'observer. Le soleil du matin accrochait les reflets de sa chevelure noire et, même à cette distance, il percevait l'intensité de son regard. Elle ne le fixait pas comme on regarde une menace. Elle l'étudiait comme une énigme qu'elle tentait de résoudre. Leurs regards s'ancrèrent l'un dans l'autre, aucun ne bougea. L'air entre eux semblait chargé, lourd de quelque chose pour lequel Silas n'avait pas de mots. Sa bouche devint sèche. Son pouce accéléra d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'effort physique. Elle inclina légèrement la tête, et le coin de sa bouche se souleva. Pas tout à fait un sourire, plutôt comme si elle avait découvert quelque chose d'amusant. Puis elle fit volte-face et disparut dans la forêt. Silas resta là, le marteau pendant nonchalamment dans sa poigne, son souffle plus rapide qu'il ne le devrait. Que faisait-elle? Pourquoi revenir juste pour regarder? La question tournoya dans son esprit comme des vautours au-dessus d'une carcasse, picorant sa concentration pour le reste de la journée. Le lendemain matin, elle était de nouveau là, plus proche cette fois, assise sur un tronc tombé juste au-delà de la limite de sa propriété. Les bras croisés, elle le regardait réparer la porte du corral. Elle ne faisait aucune tentative pour se dissimuler. Pas de simulacre de secret, elle était assise là, aussi audacieuse que l'aurore. Il essaya de l'ignorer. Cela dura peut-être 10 minutes avant que sa curiosité ne l'emporte. Il posa ses outils et marcha vers elle. Chaque pas semblait peser plus lourd qu'il n'aurait dû. Elle ne bougea pas, ne réagit pas, se contentant de le regarder approcher avec ses yeux sombres et indéchiffrables. Il s'arrêta à la limite de la propriété, une frontière invisible qu'aucun d'eux n'avait encore franchie. De près, il pouvait voir des détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont ses vêtements de cuir étaient usés, mais bien entretenus, les légères callosités sur ses doigts. La manière dont elle se tenait, tel un ressort comprimé, prête à exploser en mouvement à tout instant. « Pourquoi continues-tu de revenir » Sa voix sortit plus éraillée qu'il ne l'avait voulu. Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de le fixer avec ce même regard calculateur. Lorsqu'elle parla enfin, son anglais était accentué, mais clair. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. » À quoi t'attendais-tu? À la violence, la cruauté, les choses que les hommes blancs offrent habituellement. Elle se leva, et il réalisa une fois de plus à quel point elle était grande. Ses yeux étaient presque au niveau des siens. « Mais tu m'as donné de la nourriture. Tu m'as laissé partir. Pourquoi ?» Silas déglutit péniblement. La question ressemblait à un piège, mais il ne savait pas comment. « Tu avais l'air d'en avoir plus besoin que moi. » Quelque chose changea dans son expression, pas exactement un adoucissement, mais les contours durs semblèrent s'estomper légèrement. « Tu vis seul. » Ce n'était pas une question, mais il hocha la tête tout de même. « Moi aussi. » Elle le dit comme une confession, comme l'aveu d'une sorte de faiblesse qu'elle n'avait pas l'habitude de reconnaître. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Il était lesté de choses qu'aucun d'eux ne savait comment dire. Silas pouvait sentir l'odeur de la sauge sur elle à nouveau, mêlée au cuir et à quelque chose de plus terreux. Il pouvait voir le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine alors qu'elle respirait. Il pouvait sentir la chaleur irradiante de sa peau malgré l'air frais. « Je m'appelle Silas. » Elle l'étudia pendant un autre long moment. Puis, Nakoa. Le nom se posa entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme. Des ondes se propageant vers l'extérieur. Elle se tourna pour partir, mais cette fois, elle regarda en arrière vers lui avant de disparaître dans les arbres. Et dans ce coup d'œil, Silas vit quelque chose qui lui noua l'estomac d'un mélange de peur et d'anticipation. Elle reviendrait demain, et il ne pourrait s'empêcher de penser à elle jusqu'à ce qu'elle le fasse. Elle revint le jour suivant à midi,
lorsque le soleil était au plus haut et les ombres les plus courtes. Mais cette fois, elle ne resta pas à la lisière des bois. Cette fois, elle traversa directement sa propriété, passa le corral, passa le hangar à provisions, jusqu'à l'endroit où il était assis sur les marches du porche, mangeant un morceau de viande séchée et du pain rassis. Silas se figea, le pain à mi-chemin de sa bouche. Son cœur martelait si fort qu'il pensait qu'elle pourrait l'entendre. Nakoa s'arrêta à 3 pieds, environ 1 mètre, assez près pour qu'il dût incliner la tête en arrière pour la regarder. Assez près pour qu'il pût voir l'éclat d'or dans ses yeux sombres. « Tu as peur de moi ?» dit-elle. Pas une question, une observation. Je ne le suis pas, il s'arrêta. Mentir semblait inutile. Peut-être un peu. Bien. La peur te garde en vie. Elle s'assit à côté de lui sur la marche. Assez près pour que son épaule frôle presque la sienne, presque. Cette proximité fit picoter sa peau d'une conscience aiguë. Mais ce n'est pas pour cela que tes mains tremblent quand je suis proche. La chaleur inonda son visage. Il posa le pain, n'ayant soudainement plus d'appétit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si, tu le sais. Elle se tourna pour le regarder pleinement, et la franchise de son regard démantelait toutes les défenses qu'il aurait pu tenter d'ériger. Tu me regardes comme un homme affamé regarde de la nourriture. Telle la manière dont un homme égaré dans le désert guette l'eau. La gorge de Silas se noua. Il désira nier l'évidence. Il souhaita se lever et s'éloigner. Faire n'importe quoi plutôt que de demeurer là, écrasé par le poids de son attention, mais son corps refusait d'obéir. Nakoa se pencha plus près. Son haleine était tiède contre sa joue. Je n'ai partagé la couche d'aucun homme depuis 6 mois. Pas depuis que mon époux est mort. As-tu idée de ce que l'on ressent après 6 mois d'envie, Silas? L'univers se réduisit à eux deux. Seulement la chaleur de son corps près du sien. Uniquement le timbre rauque de sa voix prononçant des mots qui incendiaient chaque nerf qu'il possédait. Sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge. Essaya encore. Je ne saurais le dire. Elle se recula légèrement, étudiant son visage. Une lueur de compréhension naquit dans son regard. Puis autre chose, quelque chose qui aurait pu être de la faim. Tu n'as jamais connu de femme. Ce n'était pas une question. Mais la honte le brûla tout de même. À 24 ans, il aurait dû avoir accompli bien des choses. Mais en vivant isolé ici, sans ville à des kilomètres, sans voisins, personne sauf lui, la terre et le silence. Non, avoua-t-il, le mot étant à peine un murmure. La main de Nakoa monta, ses doigts effleurant l'arête de sa mâchoire avec une touche si légère qu'elle aurait pu être imaginaire. Sauf que sa peau brûlait partout où elle touchait. Ce n'est pas un motif de honte. Alors pourquoi ai-je le sentiment que c'en est un? Parce que tu crois que cela te diminue. Son pouce caressa sa lèvre inférieure et son souffle se bloqua. Mais peut-être que cela t'élève. Avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle entendait par là, avant qu'il ne puisse assimiler la sensation de ses mains sur sa peau, elle se leva brusquement, tout son corps se raidit, la tête tournant vers les arbres à l'est. Silas le vit alors, ce qu'elle avait entendu avant lui. Du mouvement dans la forêt. Pas une seule personne, plusieurs. Il me cherche, dit Nakoa, sa voix devenue plate et froide. La femme qui caressait son visage s'était évanouie, remplacée par la guerrière qu'il avait vue pour la première fois dans sa réserve. Sa main alla au couteau à sa ceinture. Qui, mon peuple? Je suis parti trop longtemps. Elle baissa les yeux vers lui, et pour la première fois, il discerna une forme de regret dans son regard. Ils ne comprendront pas pourquoi je suis ici. Ils ne te comprendront pas, 3 hommes émergèrent de la lisière. Des guerriers apaches, armes prêtes, visage dur de suspicion. Ils virent Nakoa debout au-dessus de lui, le virent assis à ses pieds. Le chef des guerriers plissa les yeux et aboya quelque chose dans leur langue que Silas ne comprenait pas, mais qu'il ressentit dans ses tripes comme un coup de poing. Nakoa répondit dans le même dialecte, sa voix tranchante et provocante. Le guerrier fit un pas en avant, la main se resserrant sur son arc. Les 2 autres se déployèrent en éventail, les encerclant. Silas se leva lentement, main visible et vide. Son esprit explorait les options à toute allure. Aucune n'était bonne. Ces hommes pouvaient le tuer sans même transpirer. Pouvaient brûler son ranch et s'éloigner avant que quiconque ne sache ce qui s'était passé. Et Nakoa, se tenant entre lui et eux, semblait peser le pour et le contre entre se battre ou fuir. Le guerrier de tête parla encore,
et cette fois les épaules de Nakoa se tendirent. Quoi qu'il ait dit, ce n'était pas une requête. C'était un ordre. Elle se tourna pour regarder Silas une dernière fois. Dans ce regard, il y avait tout ce qu'il ne s'était pas dit, tout ce qui s'était construit entre eux durant ces quelques jours, et quelque chose d'autre, qui ressemblait à une promesse. Puis elle marcha vers son peuple, et les mains de Silas se serrèrent en poing sur ses flancs, chaque instinct lui hurlant de l'arrêter, même s'il savait que cela signifierait sa mort. 2 nuits plus tard, Silas s'éveilla au bruit de quelque chose heurtant sa fenêtre. Un caillou, puis un autre. Il saisit son fusil et se dirigea vers la vitre, le cœur battant. Au clair de lune, il la vit. Nakoa se tenait dans sa cour, le visage meurtri le long d'une pommette, respirant fort, elle fit un signe urgent vers la maison. Il ne réfléchit pas, dévala les escaliers et ouvrit la porte à la volée. Elle le bouscula en passant, scrutant l'obscurité derrière elle. Ils arrivent, pas loin derrière. Que s'est-il passé? J'ai refusé d'épouser l'homme qu'ils ont choisi pour moi. J'ai dit que je choisirais ma propre voie. Elle toucha le bleu sur son visage sans tressaillir. Mon frère a fait ça. Il a dit que je déshonore notre famille. Que je déshonore la mémoire de mon mari défunt. Silas l'entendit alors. Des voix dans le lointain. Les guerriers la pistaient. La cave sous la cuisine. Il attrapa son bras, la tirant vers la petite porte dans le sol. C'est caché sous le tapis. Elle hésita, ses yeux rencontrant les siens. En eux, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Vulnérabilité. Confiance. Elle hocha la tête et le laissa la conduire dans les ténèbres. L'espace était étroit, à peine assez haut pour se tenir debout, bordé de conserves et de provisions pour l'hiver. Silas descendit après elle et tira la porte au-dessus d'eux, remettant le tapis en place. L'obscurité les avala tout entiers. Il pouvait l'entendre respirer vite et superficiellement. Sentir la chaleur de son corps dans l'espace confiné. Il se tenait si près que lorsqu'il déplaça son poids, sa poitrine frôla son épaule. Ils vont fouiller la maison, chuchota-t-elle, son souffle chaud contre son cou. S'ils nous découvrent ainsi, alors nous devons garder le silence. Des pas au-dessus, de lourdes bottes arpentant son plancher. Dans l'obscurité, la main de Silas rencontra celle de Nakoa, et elle la serra assez fort pour faire mal. Son autre paume s'appuya contre son torse, et il savait qu'elle pouvait sentir son cœur cogner contre sa main. Des voix au-dessus, colériques, fouillant, le bruit de meubles déplacés, de verres brisés. Il mettait sa maison à sac. Les doigts de Nakoa se crispèrent sur sa chemise, son corps tendu contre le sien. Dans le noir complet, chaque autre sens était exacerbé, l'odeur de sauge de ses cheveux, la tiédeur de sa peau, la façon dont son souffle se bloquait lorsque son pouce effleurait ses jointures sans qu'il le veuille. Les minutes s'étirèrent en ce qui semblait être des heures. Les guerriers traversèrent chaque pièce, s'approchèrent de la cuisine à 2 reprises. Silas retenait son souffle à chaque fois, sentant Nakoa faire de même. Leur corps se pressait davantage dans cet espace exigu. Et même avec le péril au-dessus d'eux, même avec la mort si proche, il était douloureusement conscient de chaque point de contact. Enfin, les bruits de pas s'éloignèrent. Les voix s'estompèrent. Le silence retomba comme de la poussière. Mais aucun d'eux ne bougea. Le front de Nakoa reposait maintenant contre sa clavicule. Sa respiration plus stable mais toujours rapide. Sa main libre avait trouvé sa taille, doigts écartés sur le cuir de ses vêtements. Silas. Sa voix était à peine audible. Ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de n'avoir jamais été avec une femme, ce n'est pas le meilleur moment pour cette conversation. Il n'y aura peut-être pas d'autre moment. Elle leva la tête et, même dans les ténèbres, il pouvait sentir l'intensité de son regard. Ils ne cesseront pas de me chercher. S'ils me trouvent avec toi, ils nous tueront tous les deux. Alors pourquoi es-tu venu ici? La réponse ne vint pas en mots, mais en actes. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans l'obscurité, et chaque pensée dans sa tête s'éparpilla comme des feuilles au vent. Elle l'embrassa avec une faim qui lui coupa le souffle, ses mains glissant vers son visage, son cou, ses épaules. Il répondit instinctivement, la tirant plus près, goûtant le désespoir et le désir sur ses lèvres. Lorsqu'elle se recula, ils respiraient tous deux difficilement. « C'est pour ça, dit-elle. Parce qu'en 6 mois de deuil, de rage et de solitude, tu es la seule chose qui m'ait fait me sentir vivante à nouveau. Je ne sais pas ce que je fais, avoua-t-il, la voix rauque. Moi non plus. Ses doigts tracèrent sa mâchoire dans le noir.
Mais je sais que je ne peux pas retourner vers mon peuple. Et je sais que je ne peux cesser de penser à toi. Au-dessus d'eux, la maison était silencieuse. Les guerriers étaient partis, mais aucun d'eux ne fit mine de quitter la cave. Pas encore. Car dans ce petit espace sombre, pressés l'un contre l'autre avec le danger tout autour, quelque chose avait changé entre eux qui ne pourrait être défait. Nakoa resta. Pendant 3 jours, elle resta, et le monde silencieux de Silas devint tout autre chose, quelque chose de chargé, de vivant et de terrifiant dans son intensité. Elle travaillait à ses côtés sans qu'on le lui demande, l'aidait à réparer la clôture que les guerriers avaient endommagée, tirait l'eau du puits, bougeait avec une efficacité qui témoignait de compétences de survie durement acquises, et à chaque instant passé ensemble, l'air entre eux s'alourdissait de non-dits. Le deuxième matin, ils étaient dans la grange à s'occuper de ses 2 chevaux. Silas tendit la main vers la bride au moment même où Nakoa le faisait, et leurs mains entrèrent en collision. Tous deux se figèrent. Le contact dura peut-être 2 secondes avant qu'il ne se retire, mais sa peau brûlait là où ses doigts l'avaient effleuré. « Désolé » marmonna-t-il, sans croiser son regard. « Ne t'excuse pas de me toucher. » Sa voix portait un tranchant qui le fit lever les yeux. Elle l'observait avec ce regard direct qui dépouillait de tout faux semblant. « À moins que tu ne le veuilles pas, ce n'est pas. » Il s'arrêta, incertain de la façon de finir. Elle s'approcha, assez près pour qu'il pût voir le pouls battre à sa gorge. « Tu as peur de me désirer. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne sais pas comment désirer quelqu'un comme ça. » L'aveu sortit brut et honnête. « Tout ce que je sais sur toi me dit que tu es dangereuse, que je devrais te renvoyer, mais chaque fois que j'essaie de penser à ton départ, je n'arrive plus à respirer correctement. » Quelque chose s'adoucit dans son expression. Elle leva la main et toucha son visage, les doigts doux contre sa joue. « Tu crois que je n'ai pas peur ? Je suis terrifié. Il y a 6 mois, j'ai enterré l'homme avec qui je pensais vieillir. J'ai juré que je ne laisserai plus jamais personne s'approcher. Et puis tu apparais avec tes mains douces et ton cœur plus doux encore. Et je ne peux m'empêcher de vouloir des choses que je n'ai pas le droit de vouloir. » Quelle chose ? Au lieu de répondre, elle l'embrassa plus lentement cette fois que dans la cave. Moins désespérée, plus délibérée, apprenant la forme de sa bouche, son goût. Les mains de Silas trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, et elle émit un son bas dans sa gorge qui envoya une vague de chaleur à travers tout son corps. Lorsqu'ils se séparèrent, respirant tous deux avec force, elle posa son front contre le sien. « Ça, je veux ça. Je veux ressentir autre chose que du chagrin. Je veux me rappeler ce que c'est d'être touché avec tendresse plutôt que par devoir. Et je veux... » Il laissa sa phrase en suspens, soudain timide malgré le fait de venir de l'embrasser. « Dis-le. Je veux savoir ce que l'on ressent à être avec quelqu'un, à ne plus être seul. » Ses mains se resserrèrent sur sa taille. « Mais plus encore, je veux que ce soit toi. Pas n'importe qui. Toi. » Nakoa se recula suffisamment pour le regarder pleinement. « Tu rends la tâche très difficile de maintenir mes murs dressés, Silas Brennan. » Bien. Il se surprit lui-même par ce mot, par l'assurance qui le sous-tendait. « Parce que tu as déjà abattu tous les miens. » Ce soir-là, ils s'assirent sur son porche alors que le soleil se couchait, épaule contre épaule, mains entrelacées. Aucun des deux ne parlait beaucoup. Pas besoin. Le silence était confortable, rempli du chant des grillons et de l'appel occasionnel d'un oiseau de nuit. « Parle-moi de lui, » dit finalement Silas. « Ton mari. » Nakoa resta silencieuse un long moment. Son nom était Takakota. Un chasseur fort. Un homme bon. Il est mort en défendant notre camp contre des pilleurs, s'est vidé de son sang dans mes bras alors que je ne pouvais rien faire d'autre que regarder. Sa prise sur sa main se raffermit. La tribu attend de moi que j'honore sa mémoire en épousant son frère. En produisant des fils pour perpétuer sa lignée comme si j'étais une propriété à transférer. Tu n'es pas une propriété. Non, je ne le suis pas, elle se tourna pour le regarder. C'est pour cela que je ne retournerai pas. Même si cela signifie être traqué. Même si cela signifie... Elle s'interrompit, la tête se tournant brusquement vers les arbres à l'est. Silas le vit aussi. Une fine ligne de fumée s'élevant contre le ciel s'assombrissant. Pas celle d'un feu de camp, mais de multiples torchers. Ils ont amené plus de guerriers, dit Nakoa, la voix devenue plate. Ils ne cherchent plus. Ils viennent me prendre par la force. Silas se leva, le cœur serré. Combien ? Trop. Elle se leva à ses côtés,
la main allant au couteau à sa ceinture. Ils ne repartiront pas sans moi. Et si tu te dresses sur leur chemin, ils te tueront sans hésitation. Les torchers se rapprochaient, une ligne de feu coupant l'obscurité grandissante, venant droit vers son ranch, venant pour elle. Et Silas savait que dans les quelques minutes à venir, il devrait faire un choix qui modifierait le cours de sa vie à jamais. Sept guerriers surgirent des ténèbres, les torchers projetant des ombres dures sur leurs visages. Le guerrier de tête, le même qu'auparavant, s'avança. Ses yeux trouvèrent Nakoa, puis se posèrent sur Silas avec un mépris ouvert. Il parla en apache, sa voix portant à travers la cour. Nakoa répondit, s'interposant devant Silas. Sa main restait sur son couteau, mais elle ne le tira pas. Le guerrier aboya autre chose, gesticulant sèchement vers elle. Puis vers la forêt derrière lui. « Que dit-il » demanda Silas calmement. « Que j'ai fait honte à ma famille. Que j'ai déshonoré la mémoire de Takakota en refusant son frère. Que je dois revenir maintenant ou être déclarée morte pour la tribu. » Sa voix était stable, mais il voyait la tension dans ses épaules. Il dit, « Si je ne viens pas de mon plein gré, ils brûleront cet endroit jusqu'aux fondations avec toi à l'intérieur. » Le guerrier parla encore, et cette fois, Silas saisit un mot répété, un nom. La mâchoire de Nakoa se crispa. Il dit, « Mon frère attend. » Il dit, « Le frère de Takakota a le droit de me réclamer comme épouse. » Que ceci n'est pas négociable. Silas regarda les 7 guerriers armés, regarda les torchers, regarda Nakoa, se tenant rigide à ses côtés, pris entre deux mondes. Chaque instinct qu'il possédait lui hurlait de reculer, de la laisser partir, de se sauver. Il n'était qu'un seul homme contre 7 combattants entraînés. Il n'avait aucune chance. Mais lorsqu'il ouvrit la bouche, des mots différents sortirent. Non. La syllabe unique trancha la nuit. Les guerriers bougèrent, main allant aux armes. Nakoa se tourna pour le regarder, les yeux écarquillés par quelque chose qui aurait pu être de la peur, de l'espoir ou les deux. « Silas, tu ne peux pas, j'ai dit, non. » Il fit un pas en avant, se plaçant entre elle et les guerriers. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Elle reste ici parce qu'elle le veut, pas parce que je la force, pas parce que vous la forcez. Parce qu'elle a choisi. » L'expression du guerrier de tête s'assombrit. Il dit quelque chose de tranchant, faisant un pas en avant. Les autres guerriers suivirent son mouvement, formant un demi-cercle autour du porche. Il dit, « Tu es un fou », traduisit Nakoa, sa main agrippant le dos de sa chemise. Un homme blanc ne peut tenir tête à des guerriers apaches. Il dit que ta mort ne signifiera rien. Peut-être. Le cœur de Silas battait si fort qu'il pensait qu'il allait éclater. Mais si mourir signifie qu'elle peut choisir sa propre vie, alors je mourrai. Parce que c'est ce que font les hommes décents. Ils se lèvent pour les gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Même quand ils sont terrifiés, même quand ils savent qu'ils vont perdre. Nakoa émit un son derrière lui. Quelque chose entre le halètement et le sanglot. Sa main se resserra sur sa chemise. Le guerrier de tête étudia Silas pendant un long moment. Puis il parla à nouveau, mais cette fois son ton était différent, moins colérique, presque curieux. Il posa une question. « Il veut savoir pourquoi tu mourrais pour une femme qui n'est pas la tienne, » chuchota Nakoa. Silas n'hésita pas, « Dis-lui qu'elle est mienne et que je suis sien. Dis-lui que nous nous choisissons l'un l'autre. » Lorsque Nakoa traduisit, quelque chose changea dans la posture des guerriers. Les yeux du chef allèrent de Silas à Nakoa, voyant là quelque chose qui le fit marquer une pause. Il s'exprima longuement, sa voix dure, mais ne menaçant plus de violence. Il dit. La voix de Nakoa se brisa. Il dit, si je choisis de rester avec toi, je ne pourrai jamais revenir. Je serai morte pour mon peuple. Mon nom ne sera plus prononcé. Ma famille me pleurera comme si j'étais décédé. Et si je retourne, tu seras forcé d'épouser le frère de Takakota, de porter ses enfants, de vivre comme sa propriété jusqu'à ta mort. Le choix planait dans l'air comme de la fumée. Silas pouvait sentir le poids de cette décision les écraser tous les deux. Il voulait lui dire de rester, voulait la supplier de ne pas partir, mais cela devait être sa décision à elle, pas la sienne, ni celle de ses frères, ni celle de sa tribu, la sienne. Nakoa garda le silence pendant ce qui sembla être une éternité. Puis elle s'avança aux côtés de Silas, sa main trouvant la sienne et la serrant fort. Elle regarda le chef des guerriers et parla en apache, sa voix claire et forte. L'expression du guerrier se durcit. Il répondit sèchement, mais Nakoa lui coupa la parole avec d'autres mots.
Ils échangèrent vivement, le ton montant. Finalement, le guerrier cracha quelque chose qui ressemblait à une malédiction et se détourna. Les autres guerriers suivirent, l'étorché disparaissant dans la forêt. Mais avant que le chef ne s'évanouisse complètement, il regarda en arrière une dernière fois. Pas vers Nakoa, mais vers Silas. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui aurait pu être du respect. Ils restèrent dans la cour longtemps après la disparition des torchers, les mains toujours jointes, sans parler. Le poids de ce qui venait de se produire pesait sur eux deux. Nakoa avait choisi l'exil, elle l'avait choisi lui plutôt que tout ce qu'elle avait jamais connu. « Tu n'avais pas à faire ça, dit-elle enfin, la voix rauque. Te dresser devant moi comme ça. Tu aurais pu mourir. Je sais. Alors pourquoi ? Silas se tourna pour lui faire face pleinement. Au clair de lune, il put voir des larmes tracer leur chemin sur ses joues. C'était la première fois qu'il la voyait pleurer. Parce qu'il y a 6 mois, j'ai mis mon père en terre et j'ai pensé que je passerais le reste de ma vie seul. Je pensais que c'était simplement ce que ma vie serait. Vide, silencieuse, sûre. Il leva la main et essuya une de ses larmes avec son pouce. Et puis tu es apparu et tu m'as fait ressentir des choses que je ne savais pas pouvoir ressentir. Tu m'as fait vouloir des choses que je ne savais pas comment vouloir. Et j'ai réalisé que la sécurité n'est pas vivre. C'est juste exister. Nakoa ferma les yeux, s'appuyant contre son contact. J'ai tout abandonné pour ça. Pour toi. Je sais. Et je passerai chaque jour à m'assurer que tu ne le regrettes jamais. Elle ouvrit les yeux, et la vulnérabilité qu'il y vit lui coupa le souffle. Cette femme forte et féroce qui avait tenu tête à des guerriers et refusé de plier le regardait comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui venait de se dérober sous ses pieds. « Emmène-moi à l'intérieur » chuchota-t-elle. Son cœur cogna fort contre ses côtes. « Nakoa, j'ai besoin de ressentir quelque chose de réel, quelque chose de bon. J'ai besoin. » Elle s'arrêta, déglutissant péniblement. « J'ai besoin de toi. » Ils franchirent à peine le seuil de la porte qu'elle l'embrassait déjà, les mains dans ses cheveux, le corps pressé contre le sien avec une urgence qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Il répondit instinctivement, la faisant reculer vers les escaliers, trébuchant sur ses propres pieds dans sa hâte. « Ralentis » murmura-t-elle contre sa bouche, même alors que ses mains tiraient sur sa chemise. « Nous avons le temps maintenant. Tout le temps qu'il nous faut. » Ils atteignirent sa chambre, et soudain l'urgence se mua en autre chose, quelque chose de tendre. Les mains de Nakoa ralentirent alors qu'elle déboutonnait sa chemise, ses doigts traçant les plans de son torse avec une douceur qui le fit frissonner. Il la toucha en retour, bataillant avec les attaches de ses vêtements de cuir, maladroit mais prudent. « Je ne sais pas ce que je fais, » admit-il, la voix tremblante. « Moi non plus. » Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à croiser son regard. « Mon mari et moi, nous étions jeunes quand nous nous sommes mariés. C'était le devoir plus que le désir. Rapide et pratique comme tout le reste dans nos vies. Je ne sais pas comment faire cela lentement, comment faire en sorte que cela signifie quelque chose au-delà de l'union des corps. Alors nous le découvrirons ensemble. » Ce qui suivit fut gauche et tâtonnant, et absolument parfait dans son imperfection. Nakoa le guida avec des mains patientes, lui montrant où toucher, comment bouger. Il apprit le paysage de son corps dans l'obscurité, chaque cicatrice, chaque courbe et chaque point sensible. Elle haleta lorsqu'il embrassa le creux de sa gorge, se cambra contre lui quand ses mains trouvèrent ses hanches. Lorsqu'ils s'unirent enfin, elle émit un son qui était moitié sanglot, moitié gémissement. Et il comprit que ce n'était pas juste une libération physique. C'étaient 2 personnes restées seules trop longtemps, trouvant un foyer l'un dans l'autre, trouvant du réconfort, trouvant la paix. Par la suite, ils restèrent entrelacés, la peau moite de sueur, respirant fort. La tête de Nakoa reposait sur sa poitrine, sa main bougeant lentement le long de sa colonne vertébrale. Aucun ne parla pendant un long moment. « 6 mois, dit-elle finalement, la voix calme. 6 mois que je pensais ne jamais ressentir cela à nouveau. Je pensais que je porterais le chagrin et la colère jusqu'à ce qu'ils me tuent. Et puis tu es apparu avec ton cœur tendre et ton courage impossible et tout a changé. » Silas déposa un baiser sur ses cheveux. « J'avais tellement peur. » « Je sais. » Je percevais tes tremblements. Elle releva la tête pour le regarder. Et dans ses yeux brillait quelque chose de chaleureux et de tendre qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Mais tu l'as fait quand même. C'est cela, la bravoure. Non pas l'absence de peur, mais agir malgré elle. Mon père avait l'habitude de dire ça.
C'était un homme sage. Elle se réinstalla contre son torse, ses doigts traçant des motifs oisifs sur sa peau. Que se passe-t-il maintenant, Silas? Je ne peux pas retourner là-bas. Mon peuple ne viendra plus me chercher. Mais je suis seul au monde, à part toi. Alors nous bâtissons quelque chose de nouveau ensemble. Il resserra ses bras autour d'elle. Reste ici. Aide-moi à faire tourner ce ranch. Nous ferons en sorte que ça marche, d'une manière ou d'une autre. Tu fais paraître cela simple. Peut-être que ça l'est. Peut-être que nous nous sommes tous les deux compliqué la tâche plus que nécessaire en essayant de tout faire seul. Il sentit son sourire contre sa poitrine. De plus, j'ai besoin de quelqu'un qui sache réellement comment réparer une clôture correctement. Je m'y prends mal depuis des mois. Son rire fut doux et authentique, et il réalisa que c'était la première fois qu'il l'entendait rire véritablement. Ce son combla quelque chose en lui dont il ignorait la vacuité. 3 mois s'écoulèrent comme de l'eau filant entre les doigts. Le ranch qui avait été la prison de solitude de Silas devint tout autre chose. Un foyer, une vie, un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Nakoa évoluait sur la propriété avec l'assurance de quelqu'un qui y avait sa place. Elle avait réparé les clôtures convenablement, montrant à Silas des techniques qu'il n'avait jamais apprises, avait agrandi le jardin, plantant herbes et légumes selon des motifs dont elle se souvenait de son enfance. Elle avait transformé la chambre d'amis vide en un atelier où elle confectionnait des articles en cuir qu'il pourrait échanger à la colonie lointaine. Silas l'observa un matin depuis le porche, sa tasse de café chaude entre les mains. Elle était dans le corral avec les chevaux, ses mouvements fluides et assurés alors qu'elle travaillait avec la jument qui était restée nerveuse depuis la mort de son père. Sous la direction patiente de Nakoa, l'animal s'adoucissait, apprenant à faire confiance à nouveau. Comme lui, il était différent désormais. Il pouvait le sentir dans sa façon de se tenir. La façon dont il ne tressaillait plus à sa propre ombre. La manière dont il pouvait regarder son reflet et y voir quelqu'un qui avait préféré le courage à la sécurité, qui avait tenu tête à des guerriers alors que chaque instinct lui hurlait de fuir, qui avait appris ce que signifiait être véritablement avec une autre personne, corps et âme. Nakoa leva les yeux et le surprit en train de l'observer, sa bouche courbée dans ce petit sourire qui faisait encore trébucher son cœur. Elle s'approcha, montant les marches du porche et s'installant à ses côtés sur le banc qu'il avait construit il y a 2 semaines. Son épaule pressée contre la sienne dans une familiarité confortable. « Tu me fixes encore » dit-elle, prenant son café et en volant une gorgée. « Je n'y peux rien. Je n'arrive toujours pas à croire que tu es réel. Je suis très réel. » Elle lui rendit la tasse, ses doigts s'attardant sur les siens. « Et je ne vais nulle part. » Ils restèrent assis dans un silence apaisant, regardant le soleil grimper plus haut. Au loin, les oiseaux s'appelaient les uns les autres. Les chevaux bougeaient paisiblement dans le corral. Tout était calme et juste, d'une manière qui ne l'avait jamais été auparavant. « Est-ce que tu le regrettes » demanda Silas doucement. « D'avoir tout abandonné. » Nakoa resta silencieuse un instant, réfléchissant. « J'ai abandonné une vie où je n'avais pas de voix, aucun choix, où j'aurais été passé d'un homme à un autre comme une possession. » Elle se tourna pour le regarder et ses yeux étaient clairs et certains. « Ce que j'ai trouvé ici vaut plus que tout ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai trouvé la liberté. J'ai trouvé un partenariat. J'ai trouvé un homme qui me voit comme une égale, pas comme un fardeau ou un trophée. J'ai trouvé la même chose. » Il posa la tasse de café et prit sa main dans les siennes. « Tu m'as sauvé, tu sais. Je ne faisais qu'exister, attendant que la vie m'arrive. Et puis tu as percuté mon monde et tu m'as fait réaliser que la vie n'arrive que si l'on est assez brave pour la saisir. » Elle appuya sa tête contre son épaule. Nous nous sommes sauvés mutuellement. 1 mois plus tard, ils se tenaient ensemble dans la lumière du soir, inspectant le ranch qui avait grandi grâce à leurs efforts conjugués. Les clôtures étaient solides. Le jardin prospérait. Les chevaux étaient en bonne santé et bien dressés. Ils avaient bâti quelque chose de réel, quelque chose qui durerait. Silas attira Nakoa contre lui, et elle vint volontiers, s'ajustant contre lui comme si elle avait toujours eu sa place là. Mon père avait l'habitude de me dire que la richesse d'un homme ne se mesure pas en or ou en terre. Elle se mesure au moment qui lui coupe le souffle. Et je suis l'homme le plus riche en vie. Elle ria, un son chaud et plein, et l'embrassa alors que le soleil peignait le ciel de nuances de feu. Dans ce baiser résidait tout ce qu'ils avaient traversé. Toute la peur, le courage, les choix et les conséquences. Toute la solitude qui avait été transformée en connexion. Ils avaient tous deux été brisés de manière différente.
Tous deux avaient été seuls. Tous deux avaient été piégés par des circonstances qu'ils ne pouvaient contrôler. Mais ensemble, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul. Une vie choisie librement. Un amour gagné par la vulnérabilité et la confiance. Et à la fin, cela valait plus que n'importe quel royaume que l'un ou l'autre avait laissé derrière soi. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo à votre écran maintenant pour regarder un autre récit inoubliable de la frontière, où le courage et le désir redessinent les destins de manières inattendues. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer de vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.